anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat, ist ja gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation. Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. Nous avons pris les armes contre l'agression, nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, d'une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les 6 mois. Cette voix est celle d'Édouard Daladier, président du Conseil des ministres. Ce jour-là, il proclame la déclaration de guerre à l'Allemagne suite à l'invasion de la Pologne par les armées du Troisième Reich 2 jours plus tôt. Au même moment, dans un petit village alsacien du nom de Drusenheim, vit la famille Nonnenmacher. Joseph, 15 ans cette année-là, ses parents et ses 8 frères et sœurs. À l'époque, il n'y avait pas de camion ni de voiture, on avait des chevaux. Mon père était chevillard, il faisait tout avec les chevaux. Il amenait les bêtes à l'abattoir, il les faisait tuer et puis il vendait la viande au boucher. Ma mère était sage-femme, elle avait 2 chambres pour recevoir les femmes pour l'accouchement. Elle pouvait venir à la maison. C'était une petite clinique, si vous voulez. Le soir, à 9 h, le garde champêtre est passé dans le village en nous disant que le lendemain matin, 5 h, il faut que le village soit évacué. Donc la nuit, mes parents ont préparé, ils ont tué quelques poulets, quelques lapins, ils les ont fait cuire. Et on a tout préparé. À 5 h du matin, on a attelé les chevaux. À l'époque, on avait des chevaux. Et on est parti sur la route. C'est par ordre des autorités françaises que la décision est alors prise d'évacuer les zones frontalières le long du Rhin. Cette date correspond avec la prise d'armes des soldats français dans les casemates formant la ligne Maginot, qui se situe alors à peine à 1 kilomètre de la maison de Joseph. De l'autre côté, l'Allemagne. Comme Joseph et sa famille, ce seront près de 600 000 Alsaciens et Mosellans qui seront contraints de partir sur les routes. C'est un véritable saut dans l'inconnu, une aventure pour la grande fratrie, un déchirement pour Alfred et Marie, leurs parents, qui perdent leur situation ainsi que le fruit de leur labeur. Les chevaux attelés, la charrette chargée de quelques victuailles préparées à la hâte pendant la nuit, les Nonnenmacher se rendent à Brumath, à 30 km dans les terres. Brumath n'est qu'une étape, le temps pour les chefs d'orchestre de cet exode de dispatcher les populations en lieu sûr. Joseph et sa famille seront relogés à plus de 700 km de là, en Haute-Vienne, dans un petit village dont ils ne connaissent rien, même pas le nom. Saint-Léonard de Noblat. On a quitté le Brumath par la voie ferrée. On nous a embarqués, on est parti à l'aventure. On ne savait pas du tout où on allait. On a donc voyagé 2 nuits. Les wagons n'avaient pas la priorité. On est arrivé dans une gare à Saint-Léonard de Noblat. On nous a fait débarquer. Et là, la commune est venue et nous a répartis dans le village. Malgré la dureté de la guerre, les habitants de Saint-Léonard feront du mieux qu'ils peuvent pour accueillir la totalité des réfugiés de Drusenheim. Arrivée à Saint-Léonard, la famille fait une première halte dans une salle mise à leur disposition au centre du village. Afin de subvenir aux besoins de la famille, Joseph, Alfred, son papa, et Laurent, l'aîné de la famille, trouvent du travail à la mine voisine de Puy-des-Vignes. De cette mine est extrait le wolfram, un minerai noir donnant un acier très solide dont les qualités sont très appréciées des industries d'armement depuis la Grande Guerre.
Le jour tant redouté de l'invasion allemande survient le 10 mai 1940. Une armée de 130 000 hommes pénètre la forêt des Ardennes côté belge et ressort 3 jours plus tard, dès l'aube, à Sedan, là où André Maginot, concepteur de la fameuse ligne de défense du même nom, n'avait pas jugé utile de renforcer ses positions, pensant l'attaque ennemie arriver depuis le Rhin. Un mois plus tard, le 14 juin, les Allemands défilent sur l'avenue Foch à Paris, déclarée ville ouverte la veille après que le gouvernement a fui vers Bordeaux. C'est le début de 4 années d'occupation. La France battue, Hitler reçoit la reddition des représentants français dans la prairie de Rotonde, à Compiègne. 22 ans plus tôt, c'est ici que fut signé l'armistice de la Grande Guerre, qui allait plonger l'Allemagne dans une crise sans précédent. Pour l'occasion, Hitler fait ressortir du musée dans lequel il était stationné jusqu'alors le wagon dans lequel les plénipotentiaires allemands signèrent leur capitulation le 11 novembre 1918. Ce 22 juin 1940, il est décidé que la France soit séparée en 2 parties distinctes. Une zone nord, sous contrôle allemand, et une zone sud, dite libre, sous contrôle du régime de Vichy. Hitler jubile. Avec ces accords, la France s'engage à lui restituer les terres et populations perdues en 1918. Tous les amis sont repartis. J'avais des bons copains qui sont repartis en Alsace. Les 2 garçons ont été mobilisés par l'armée allemande. Ils sont morts tous les 2 en Russie. Mes parents ont pris la décision de rester à Saint-Léonard-de-Noblat. C'était une décision qui était assez sérieuse. Ils ont abandonné tout ce qu'on avait en Alsace et on est parti à l'aventure. Seulement, il fallait vivre. La première chose qu'on a faite, c'est de chercher à louer une ferme. Cette fameuse aventure, ce nouveau départ, la famille les trouvera à quelques kilomètres de Saint-Léonard, à l'automne 1940. Contrairement à Drusenheim, leur ferme est désormais entourée de leurs parcelles, facilitant alors leur exploitation. C'était à 2 kilomètres de la ville de Saint-Léonard. Finalement, on n'était pas malheureux, on avait de quoi manger. On avait un cheptel de quelques vaches, quelques vaches assez importantes. On a acheté des moutons, on a acheté des chevaux parce qu'on avait l'habitude de travailler avec les chevaux. Finalement, on a eu 2 mulets de l'armée. Les parents de Joseph, ayant vécu la Grande Guerre, savent que la vie à la campagne est plus favorable et permet de nourrir plus facilement une famille. Tout le monde met alors la main à la pâte. Joseph, lui, tue des veaux et des cochons, pour sa famille, mais aussi pour les habitants alentours. Afin de pallier à la suppression de leur allocation du fait de leur non-retour en Alsace, ils cultivent du blé et du seigle pour se procurer de la farine. Et c'est dans ce contexte que va se créer une entraide avec les habitants de la ferme voisine, occupée par la famille Dessagne. En exilés qu'ils sont, Marie et Alfred Nonnenmacher accueillent un dénommé Louis Wirtz, un Alsacien fuyant le service de travail obligatoire. Tout comme les Dessagne, qui quant à eux cachent Alfred Sutter, un Allemand ayant fui son pays, refusant ainsi de se battre sous la croix gammée. Ce jour-là, dans un esprit de solidarité et d'entraide, Paul et Louis Dessagne attellent leurs bœufs afin d'accompagner Joseph à la ferme d'à côté, dite du Temple. Ils vont y chercher une batteuse à grains qui leur permettra de traiter les dernières récoltes de céréales. Les voisins nous donnaient la main parce qu'on avait passé de l'attelage. On n'avait que des chevaux, nous. On rentrait dans la ferme, on devait passer par chez eux. Il y a 3 bonhommes qui sont arrivés, habillés avec des cuirs, le machin de la Gestapo. Ils nous ont arrêtés, les 2 frères Dessagne avec moi, et on nous a embarqués à Limoges. Si au premier abord, Joseph ne comprend pas ce qui lui arrive,
il y fait vite le lien avec le déserteur allemand caché par les Dessignes, Alfred Sutter, alors recherché par la SS. Ajoutez à cela le fait que Joseph s'était rapproché de l'armée secrète de Haute-Vienne, un groupe de résistants dont les actions consistent essentiellement au sabotage des voies de chemin de fer, des lignes téléphoniques, mais aussi à l'aménagement de caches d'armes parachutées par l'aviation anglaise. À Limoges, on est arrivé. La première des choses, il y avait parmi les 3 SS qui étaient à la ferme, il y en avait un qui était alsacien. Il m'a reconnu, il m'a dit voilà le petit salaud qui ne voulait pas parler l'allemand. Parce que j'ai répondu en français alors que j'aurais pu parler l'allemand. Et de ce coup, ils se sont mis en rond. Ils étaient 4 ou 5 et puis à coup de poing, ils m'ont envoyé l'un à l'autre. C'était la réception à la prison de Limoges. À Limoges, donc, on était internés tous les 3. On était 10 dans une cellule. Il n'y avait que 2 lits pour dormir, donc on couchait par terre. Il y avait des moments où les SS venaient pour les interrogatoires. Il y a un jour, j'ai vu un bonhomme qui est parti. Il est revenu plein de sang. Notre tour est arrivé avec mes 2 copains, les 2 voisins. On a été amenés à la Gestapo. Ça s'est très bien passé. On n'a pas été battus. On nous a posé des questions. Et puis on nous a dit, bon, ben, vous allez partir en Allemagne. De ce coup, on est parti à Compiègne. Après une semaine passée dans les geôles de la Gestapo, Joseph et les frères Dessignes prennent le train pour le camp de transit de Royal-Lieu à Compiègne. Cette ancienne caserne militaire, d'une vingtaine de baraquements, sert de camp de transit entre la France et l'Allemagne. Plus du tiers des prisonniers français transiteront par ce camp, avant de rejoindre les camps allemands ou polonais, Dachau, Mauthausen, Ravensbrück, Buchenwald ou encore à Auschwitz. Parmi les 53 000 personnes ayant transité par Royal-Lieu, 50 000 ne reviendront jamais. Ils étaient politiques, résistants, communistes, juifs ou même simples civils. C'est le camp de la dernière chance pour Joseph, accepter de rejoindre les rangs de l'armée allemande ou payer le prix du refus. Un jour, on m'a convoqué à la commandature. Il y avait un SS qui était assis en face, 2 gardiens debout, et il me fait rentrer. Il me dit en allemand, tu es donné de cher Joseph, né à Trusenheim, en Alsace, donc tu es allemand. Ce à quoi je lui ai répondu, non, je suis français, je reste français. Alors il me dit, dans ce cas, tu en supportes les conséquences. Les 2 qui étaient derrière moi, les 2 SS, ils m'ont carrément éjecté. Je n'ai pas descendu les marches. J'ai atterri par terre, donc les 8 marches éjectées par terre. Et un matin, on nous a laissés sur la place d'appel. On est parti en colonne vers la gare. À la gare, on nous a embarqués dans des wagons, 110 par wagon. On ne pouvait pas se coucher, on était debout, à peine respirer parce que les wagons étaient fermés. Dans le wagon, il y en a qui sont devenus carrément fous. Il a fallu même les assommer pour qu'ils ne tuent pas les autres. Afin d'en apprendre un peu plus sur ces fameux convois funestes, notamment celui emprunté par Joseph, nos recherches nous amènent au musée de la Résistance et de la déportation de Frugières-le-Pin, en Haute-Loire. Discrètement fondu dans la végétation, ce musée détient l'une des plus importantes collections d'objets originaux de France. Maurice Capellani, le conservateur du musée, nous y reçoit et nous relate notamment l'histoire de jeunes résistants déportés, tels que Joseph Lomned ou encore Marcel Mathieu, dont Maurice possède quelques objets personnels. Sa passion pour cette page de l'histoire de France l'a poussé à accumuler toutes sortes de documents, livres et registres, notamment celui-ci, dans lequel nous apprenons que le convoi auquel Joseph prendra part transporte 933 hommes. Parmi ces hommes, environ 150 se sont retrouvés là pour avoir agi aux côtés de la résistance. C'est le cas de Joseph. Les autres sont majoritairement des personnes ayant voulu fuir la France vers l'Espagne ou la Suisse, ou plus simplement, en s'étant livrés à des manifestations anti-allemandes diverses,
comme la pratique de chants à caractère séditieux. Voilà, Joseph, mon aide, ma chère, a fait partie du convoi qui est parti de Compiègne le 14 décembre 1943 et arrivé au camp de concentration de Buchenwald le 16 décembre 1943. En collectionneur averti, Maurice ne s'est pas contenté d'accumuler documentation, armes et uniformes. Derrière son musée, sous des bâches, se trouvent 2 wagons acquis à Nancy il y a de nombreuses années. Difficile de retracer leur historique exact, mais c'est dans un wagon aux mêmes dimensions que Joseph et 110 de ses codétenus s'entasseront jusqu'à une destination dont ils ne connaissent rien. On est arrivé un matin de bonne heure dans une gare. Il y avait de la neige. On nous avait enlevé les chaussures pour qu'on ne puisse pas s'évader. On a donc sauté pieds nus dans la neige. Et là, on nous a mis en colonne par 5 et on est parti vers le camp de Buchenwald. C'était donc ça, cette fameuse destination. Buchenwald, littéralement la forêt de hêtres. Ce camp fut construit dès le mois de juillet 1937 dans le but premier d'enfermer les opposants au régime nazi. Enclavé et caché dans un écrin de verdure, le site du camp se trouve à 8 km de la ville de Weimar. Cette ville qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, fut choisie comme siège de la nouvelle République parlementaire allemande. Johann Wolfgang von Goethe et Friedrich von Schiller feront partie des plus emblématiques figures de la ville. C'est d'ailleurs autour d'un chêne centenaire de la colline Ettersberg, sous lequel Goethe et son secrétaire Eckermann aimaient à débattre de discussions philosophiques marquées par l'humanisme allemand, que vont se dresser les coursives de barbelés électrifiés du camp. Triste contraste malheureusement courant dans la manière de penser des hommes de la Schutzstaffel, la SS. Passage obligatoire dès l'arrivée, le Kararoveg, cette route reliant la gare à l'entrée du camp, est bordé par les baraquements administratifs. Lors de nouveaux arrivages de prisonniers, il n'est pas rare qu'un SS sorte de son bureau pour venir déchaîner sa haine sur un de ses bagnards, au hasard, sans raison. On est arrivé devant un grand portail. Il y avait marqué « Jedem das Seine ». L'arrivée de nouveaux pensionnaires à Buchenwald est soumise à un protocole très strict. Le passage par la grande porte en marque le commencement. Cette inscription « Jedem das Seine », chacun a ce qu'il mérite, est là pour entamer le moral de l'homme qui entre en ces lieux. On a donc franchi la porte. C'était la nuit, je vous le dirais, vers 3h, 4h du matin, je ne sais pas exactement. Le camp était éclairé. C'était même très beau parce que c'était tout givré, tout verglacé. Avec les lumières, ça faisait un reflet un peu merveilleux. La première chose qu'on a vue en rentrant, c'était un tas de cadavres. Comme un fait exprès, sur la route les menant au baraquement des nouveaux arrivés, se trouvent les fours crématoires, devant lesquels s'entassent des corps raidis par les moins 10 degrés habituels en ce mois de décembre. Une fumée épaisse et âcre s'échappe de la grande cheminée de briques, à la manière d'une usine de mort. On nous a amenés dans une grande salle. On nous a demandé de nous déshabiller. On nous a tout pris, on a confisqué tous nos vêtements. De là, on a été passé à une douche. Et il y avait un capot qui était responsable de la douche. Pour s'amuser, il envoyait de l'eau chaude et puis froide derrière, etc. Et comme ils avaient une visière, ils s'amusaient et rigolaient.
Mais nous, on ne pouvait pas échapper, puisque vu qu'on était très nombreux, la douche, il y en avait pour tout le monde. Donc on ne pouvait pas échapper à l'eau froide ni à l'eau chaude. Et après, on a passé dans une salle pour les vêtements. On nous a refilé des vêtements rayés. C'est-à-dire, on nous a donné un pantalon, une veste, une capote, le béret, des chaussures. Enfin, c'était plutôt des claquettes. Et on nous a mis en quarantaine. Depuis 1938, les soldats de la Wehrmacht présents sur le camp disposent d'écuries dans ce qui est alors appelé le Petit Camp. Face aux épidémies provoquées par les poux, ces écuries seront réquisitionnées à compter de 1943 pour servir de baraques de quarantaine pour tout nouvel arrivant. Pour Joseph, ce moment correspond également avec la perte de son identité auprès de ses tortionnaires. On vous rase la tête, les poils, y compris ceux des parties intimes, et on vous retire votre nom pour le remplacer par un numéro. 38 730 sera celui de Joseph. C'était très très dur. Quand on était habillés, pour nous faire plaisir, il y avait une grande classe, énorme. On pouvait se regarder dedans. La surprise a été terrible de nous voir en déportés, les cheveux rasés évidemment. On était enrayés. Bon, le choc était dur, mais il fallait le supporter. Et là, on nous a donné ces numéros, 38 730, avec un F, triangle rouge, communiste. On était tous communistes. Communiste. Ici, c'est le nom que l'on donne aux Français ayant refusé l'incorporation dans la Wehrmacht. Il existe tout un panel de couleurs servant à différencier les détenus. Les triangles rouges sont des déportés politiques, accompagnés de la première lettre du pays d'origine. Les triangles verts sont des prisonniers de droit commun. Les triangles noirs sont des asociaux. Les marrons sont tziganes. Les roses homosexuels. Et les juifs sont marqués par l'étoile de David. Depuis l'ouverture du camp, il y a maintenant 6 ans, les SS ont eu le temps de trouver la meilleure manière d'asservir un homme. Après lui avoir tout pris jusqu'à son identité, on le parque dans ses écuries, alors prévues pour une trentaine de chevaux. Ce seront ici 400 à 450 prisonniers qui s'y entasseront. La mise en quarantaine de Joseph ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas travailler. À quelques centaines de mètres du camp se trouve une carrière dans laquelle on prélève une roche blanche qu'il faut charger dans des wagons et ensuite pousser sur une rampe abrupte. Le travail sert ici de sélection naturelle. Les hommes qui, déjà affaiblis par leurs conditions de détention, ne peuvent s'acquitter de cette tâche, sont généralement battus, parfois jusqu'à la mort. Même si la végétation a aujourd'hui remplacé la roche et la poussière, les vestiges des outils alors utilisés trônent encore au centre de cette carrière. Par grand froid, on peut s'estimer heureux d'être affecté ailleurs qu'à la carrière. À Buchenwald, à côté de la gare, se trouvent les usines d'armement Gustloff, dont les machines proviennent de pays occupés. On y fabrique essentiellement des munitions et des affûts, comme celui du fusil de l'armée allemande, le Mauser K98. Debout dès 4 heures du matin, la faim tiraille tout au long de la journée. On avait des boules de pain qui étaient grandes comme ça, coupées en 3. C'était la ration de la journée. Les margarines, ils avaient 500 grammes de margarine coupées en 20 morceaux. Ils avaient une grille, ils appuyaient dessus, ça vous donnait la valeur d'un doigt. Avec ça, on avait une petite rondelle de saucisson qui était à peu près épaisse de 2-3 mm. Ça, c'était la ration pour la journée. Joseph, Louis et Paul se plient vite aux contraintes de la vie en camp. Ce maigre repas qui attire la convoitise des autres détenus est englouti en un éclair de peur de s'en faire délester, quitte à ne rien avoir jusqu'au soir. 18 heures. La nuit tombe doucement sur Buchenwald, mais la journée n'est pas finie pour autant.
De retour dans l'enceinte du camp, chaque commando, autrement dit groupe de travail, passe par la place d'appel. Ce passage obligatoire sert au comptage des détenus. Les appels, c'était quotidien. Le matin, on se levait à 4 heures. 5 heures, il y avait appel, 1 heure. Il ne durait pas plus longtemps parce qu'il fallait les travailler. Mais l'appel du soir était un minimum 1h30, 2 heures. Quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, quel que soit le froid. Il pouvait même durer jusqu'à minuit, c'est nous est arrivé plusieurs fois. Il suffisait qu'un type soit mort quelque part, qu'il n'ait pas retrouvé. Donc il fallait chercher jusqu'à ce qu'il retrouve le cadavre pour que le compte soit fixe. C'est seulement après des heures passées dans le froid que Joseph peut réintégrer la quarantaine et se voir servir son repas du soir. 1 litre de bouillon clair dans lequel infusent quelques misérables bouts de légumes. Puis, on va se coucher, ou plutôt s'entasser les uns contre les autres par manque de place, mais surtout pour se tenir chaud. La période de quarantaine révolue, Joseph est assigné au bloc numéro 10. Le confort y est tout aussi spartiate. Environ 400 hommes s'y entassent, sous les commandements d'un capot. Ce prisonnier détenant droit de vie ou de mort sur l'ensemble de son baraquement. Ce sont eux qui, dans la hiérarchie du camp, se trouvent entre les prisonniers et les SS. Leur perversion est telle qu'ils poussent le détenu à la faute, afin de se faire bien voir par leurs supérieurs et ainsi bénéficier de meilleures conditions d'incarcération. Il faisait nuit, on ne pouvait pas commencer à travailler, donc on se mettait en rond pour se chauffer le dos. Et dès qu'il faisait jour, il fallait commencer à travailler. À compter de ce jour, Joseph et les frères Dessagne, qui ne se quittent pas, feront partie d'un commando dont la tâche est de restaurer la voie ferrée reliant le camp à la ville de Weimar. Elle faisait à peu près 10-12 km de long. À l'époque, elle était encore posée à même la terre. Et donc, il fallait creuser la terre, remplacer la terre par du ballast. On avait des pioches spéciales pour enfoncer le ballast sous les traverses pour stabiliser. Le travail est éreintant. Les manœuvres maladroites des prisonniers affaiblis par le manque de sommeil et de nourriture leur valent parfois de sales blessures. Seulement ici, on ne soigne pas. On était à 4 sur une traverse, 2 de chaque côté. Vous voyez, 1 de chaque côté, et de l'autre côté pareil. Et on a enfoncé le ballast sous la traverse pour stabiliser. Voilà ce que j'ai fait pendant mon bout de temps à Buchenwald. Ce sera en effet le lot quotidien des 3 jeunes de Saint-Léonard, 3 mois durant. Les coups, le travail, le froid, les vols entre détenus, le manque de sommeil et d'hygiène, sans compter la faim, toujours la faim. On nous a dit de rester sur la place d'appel. Je ne sais pas pour quelle raison. Et puis on nous a mis en colonne. On est parti par des camions. On a fait un voyage de peut-être 15-20 km, je ne sais pas exactement. Et on est arrivé à Dora. Dora, c'est un beau nom de femme en allemand. Et c'était l'enfer. Dora, un beau nom de femme, ou plutôt l'acronyme de Deutsche Organisation Reichsarbeit, organisation allemande du travail en faveur du Reich. Ce camp proche de la ville de Nordhausen n'a alors vu le jour que depuis 8 mois. Si Joseph et les 2 frangins y sont conduits, c'est pour remplacer les effectifs qui meurent chaque jour. À leur arrivée, les baraquements censés les recevoir sont encore à construire. Les premiers jours, ils occuperont alors des lits superposés dans des tunnels creusés dans une colline jouxtant le camp. Ces tunnels, au nombre de 2, sont construits sous le nom de Mittelwerk, l'usine du milieu. Mais pourquoi des tunnels ? Pour le savoir, il faut remonter 9 mois en arrière. 18 août 1943. Il est 2 heures du matin et un bourdonnement sourd provenant du ciel attire l'attention des soldats du centre de recherche militaire allemand de Peenemünde,
sur la mer Baltique. Les faisceaux lumineux de la DCA allemande sont braqués vers le ciel, quand soudain, 598 bombardiers anglais déversent leurs 1900 tonnes de bombes. Leur cible, la nouvelle arme secrète du Troisième Reich, la fusée V2. À la tête de sa conception, un certain Werner von Braun. Les connaissances de von Braun lui vaudront d'être fait prisonnier à la fin de la guerre et de devoir travailler aux côtés des Américains au sein de la recherche astronautique. Des années plus tard, la NASA le missionnera pour prendre en main le programme Apollo, qui enverra le premier homme sur la Lune le 21 juillet 1969. Après l'attaque de la base de Peenemünde, la production de cette nouvelle arme nécessitera d'être transférée à l'abri. Le lieu choisi sera un camp y étant entièrement dédié, Dora. Arrivés au camp, Joseph, Louis et Paul passeront quelques nuits dans les tunnels aménagés pour ces bombes volantes. La chaleur y est suffocante. La poussière en suspension due aux explosions continues empêche de respirer convenablement. Le travail éreintant engendre des centaines de morts. Les cadavres de ces hommes n'ayant représenté aux yeux des SS qu'une main-d'œuvre éphémère sont alors entassés à l'extérieur, proche du tunnel. De temps à autre, un détenu se cache parmi ces morts pour échapper au travail de forçat infligé. Mais les SS connaissent la combine et dégainent leurs pistolets pour tirer au hasard à bout portant. C'était atroce, les gars qui travaillaient là-dedans. Travaillaient 12 heures par jour, 12 heures de repos, 7 jours sur 7. La mortalité, je vous le dis, 10 à 12% par mois. Le remplacement donc se faisait automatiquement. C'est pour ça que je suis arrivé à Dora. La chance que j'ai eue, comme j'avais travaillé sur la voie ferrée à Buchenwald, j'étais considéré comme cheminot. Une chance en effet, qui vaudra à Joseph, Louis et Paul de rapidement intégrer une société civile qui construit les voies de la gare de triage, desservant les usines souterraines. Pour charger 2 bombes, il fallait 3 wagons, 3 plateformes. Les 2 bombes se rencontraient sur le wagon du milieu. Vous voyez, la dimension d'une bombe volante qu'ils expédiaient en Angleterre. Il y en a heureusement pas beaucoup qui sont arrivés, qui sont tombés en mer. Initialement, ces fusées devaient être acheminées au site de la coupole d'Elfaux, dans le nord de la France, qui constituait alors une place de choix pour envoyer jusqu'à 50 fusées par jour en direction de Londres. Abandonnées à la hâte à la suite du débarquement de Normandie en juin 1944, les fusées seront alors tirées depuis des rampes mobiles depuis la Hollande. Les V2 tuèrent 2 fois plus de déportés à Dora que de civils anglais. La mortalité grandissant, Dora, qui jusque-là convoyait ses morts au crématoire de Buchenwald, se dote de ses propres fours dès juin 1944. Ils tournent alors à plein régime. Cet amoncellement de pierres aux abords du four est aujourd'hui là pour matérialiser l'emplacement où étaient jetées les cendres humaines que les SS ne prenaient pas le temps d'enterrer une fois les corps brûlés. Si Joseph évoque l'enfer quand il parle du camp de Dora, c'est aussi parce que la corruption règne en maître ici. La perversion des SS n'ayant d'égal que celle des prisonniers envers leurs semblables, chacun fait son possible afin de se maintenir en vie. On vole, on se fait voler. On dénonce,
on se fait dénoncer. Bref, on se débrouille pour survivre et ne pas finir au bout d'une corde, quitte à prendre tous les risques. Moi, ce que j'ai fait, j'ai bouffé un chien SS. Ce chien était en liberté, un jeune, on était haut comme ça. Sans doute qu'il avait échappé à la garde. Et je l'ai vu, je l'ai attrapé. Et comme je savais un peu tuer les trucs, j'avais tué les chiens, pas des chiens, des veaux, des cochons à la maison. Je savais faire ça. Je l'ai dépouillé, mais il fallait déboisser de la peau et des boyaux. J'ai creusé un trou, je l'ai mis dedans, j'ai recouvert et j'ai creusé un trou à côté. Ça m'a sauvé la vie. Et pourquoi? Parce qu'un SS, un jour, il arrive, il passe, il voit ce trou, il s'arrête, il regarde, puis il a compris que la terre qui était dessus venait du petit trou. Tu vois? L'astuce, s'il avait découvert les boyaux du chêne, je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai retrouvé un machin de pots de confiture qu'ils avaient des seaux. Je l'ai fait cuire là-dedans. J'étais dans la boutique du Meister, du civil, qui n'a rien dit. Et on l'a mangé à 2-3 copains. Et c'était bon. Mieux vaut ne pas se faire prendre dans pareille situation. Un jeune berger allemand ayant ici plus de valeur qu'un vulgaire prisonnier. Joseph assiste régulièrement au lynchage d'autres détenus, qui passent par ce que l'on appelle alors la schlag, une table de bois sur laquelle on allonge le malheureux avant de le molester en public. Des Russes avaient décapité un capot dans le tunnel. Un dimanche matin, nous on est tous partis au travail et tous les Russes étaient bloqués sur place. Et on a su après ce qui s'est passé. Ils ont pris les bonhommes. Premier, 5 coups de matraque sur les fesses. Ils avaient une table, ils couchaient le bonhomme dessus. Il y en a un qui le tenait par les bras. Et 5 coups de manche de pioche. Le deuxième, 10, etc. Enfin, celui qui recevait 20, 25 coups, il était mort, quoi. Mais ils ont passé, je ne sais pas combien, une centaine de bonhommes. Une fois sortis de ces usines de mort souterraines, Joseph et ses amis sont assignés au bloc numéro 9. Là aussi, la terreur règne. Le capot responsable du baraquement laisse occasionnellement un bout de pain en évidence sur sa petite table personnelle pour tester les détenus. Il ne faut pas attendre longtemps pour que ce bout de pain soit subtilisé. Un prisonnier allemand prit la main dans le sac, fut lynché à coups de câble électrique jusqu'à ce que, sous les coups, son épaule se détache du reste du corps. Le malheureux agonisant, transporté immédiatement au crématoire, fut brûlé vif. 24 décembre 1944. Après leur journée de travail de 12 heures, tous les commandos doivent rester plantés dans le froid et la neige plusieurs heures durant sur la place d'Appel, y compris les morts, qui sont tenus debout par ceux que la fatigue a épargnés. Comble du sadisme, en ce jour si symbolique, les SS font ériger sur cette place un arbre de Noël et diffusent des chants par les haut-parleurs du camp, d'ordinaire utilisés pour aboyer des ordres.
Joseph ne le sait bien évidemment pas. Mais au même moment, après des combats acharnés, les Américains débarqués il y a maintenant 6 mois en Normandie libèrent son village natal. Les Allemands, sentant le vent tourner en leur défaveur, commencent alors la désertion des camps. Il ne faut laisser aucun prisonnier vivant qui puisse témoigner de l'horreur. Au mois de février, Paul et Louis Dessagnes sont embarqués par camion. Ne sachant pas ce que l'avenir peut lui réserver, Joseph fait une demande à son chef de bloc afin de prendre part à ce même convoi pour ne pas être séparé de ses amis. Mais elle lui sera refusée, heureusement pour Joseph. Car Louis meurt de froid durant le mois de mars. Quant à Paul, il mourra le 13 avril lors du massacre de Gardelegen. Il sera enfermé avec 1 millier d'autres prisonniers polonais dans une grange avant que les SS y mettent le feu. Joseph, qui prendra part au convoi suivant, arrive au camp d'Arterne avec son nouvel ami Charles. C'était un camp qui a été installé exprès dans une ancienne brasserie, et c'est là qu'il assemblait les câbles pour les fameuses bombes volantes. Comme c'était une ancienne brasserie, on est arrivé à trouver de l'orge dans des recoins. C'était pas très propre. On a trouvé l'orge, on l'a mis on a trouvé un truc d'1 litre, on l'a fait cuire au chalumeau. Ça nous a donné une petite soupe. On a eu du sel quand même. Ça nous a permis de manger un peu mieux que les autres. Peu de temps après leur arrivée, les SS prennent la décision d'abandonner le site devant l'avancée alliée. Ils partent alors à pied, en colonne par 5, en direction de la Tchécoslovaquie. Cette transhumance est aujourd'hui connue sous le nom de marche de la mort. Le 5 avril, c'était le jour de Pâques, je me rappelle. On nous a mis en colonne et puis on est parti sur la route. De jour en jour, ce convoi grossit. Des prisonniers évacués d'autres camps se mêlent à cette colonne pour n'en former qu'une seule. Les SS voyant leur fin proche, les exécutions sommaires sont monnaie courante. Je marchais tout à fait à la fin de la colonne avec un Tchèque. Le Tchèque, je parlais l'allemand avec lui, à un moment donné, il me dit « Je ne peux plus marcher, je ne veux pas être à la charge des autres ». Il se tourne vers le SS, il lui dit en allemand « Je ne peux plus, ich kann nicht mehr laufen, je ne peux plus marcher ». Le SS, il sort le pistolet. Le civil, le Tchèque, il lui dit un petit moment, il s'est mis à genoux. Peut-être qu'il a fait une prière. Et puis il se tourne vers le SS, il lui dit « Maintenant, vous pouvez tirer ». Le SS lui envoie une balle dans le crâne et le type, il tombe. Excusez mon émotion. Tout au long de la journée, ceux que le courage a abandonnés sont automatiquement fusillés. Joseph, qui s'empresse désormais en tête de la colonne, découvre le spectacle laissé par la colonne précédente. Des cadavres jonchent le sol de part et d'autre de la route. Après 3 jours de marche, ils arrivent à Tröglitz, avant d'être embarqués dans des wagons sans toit dans la nuit du 11 au 12 avril. Les 2200 hommes qui se trouvent dans ces wagons s'arrêtent le 15 avril suite à une panne de la locomotive. Alors que le convoi est à découvert, un raid de la Royal Air Force, pensant avoir affaire à des transports de troupes, passe au ras des bâtiments et mitraille à tout va. Les SS s'étant abrités sous les wagons, Joseph et plusieurs autres détenus en profitent pour s'évader. On s'est dispersés. Je me rappelle, j'étais avec un copain que je ne connaissais même pas. On a marché un bon bout de temps. On a dit, ça y est, on est libre. Malheureusement, on tombe sur des bûcherons qui étaient en train de travailler. Évidemment, quand ils nous ont vus habillés, enrayés, ils étaient armés. Ils sont avancés avec les fusils vers nous. On ne pouvait lui faire qu'une chose, lever les mains. Ils nous ont capturés, ils nous ont ramenés vers le village. Et là, on était regroupés de nouveau.
En fait de bûcherons, ce seront des soldats de la Volkssturm, l'armée du peuple fondée en octobre 1944, pour combler le manque d'effectifs morts au combat, essentiellement composés de gamins et de vieillards. À nouveau otages, ils seront réincorporés manu militari dans le convoi des détenus. C'est après un court arrêt au camp de Theresienstadt le 16 avril que le convoi ferré va entrer en gare de Prague, sous les bombes et la neige. C'était le 30 avril. On a passé la nuit à Prague, dans la gare. La nuit, ça s'est mis à neiger. On avait une bonne couche de neige sur nous. On a roulé pendant une dizaine de kilomètres, peut-être plus. Et on s'est arrêté en rase campagne. Au sud de la ville de Prague se trouve le village de Benešov. Encerclé par les soldats de l'armée rouge, les SS capitulent. Le convoi s'arrête, pour de bon. Nous sommes le 3 mai 1945, 5 jours avant l'armistice. Pas loin de là, il y avait un camp d'officiers français qui ont su, qui avaient été déportés, qui sont arrivés par le train. Ils sont venus nous recueillir, on était peut-être 14-15, peut-être 16, je ne sais pas. C'est là qu'ils nous ont amenés dans un pré, ils nous ont donné des toiles de tente. J'ai logé avec mon copain Charles dans une toile de tente. C'était le bonheur, on a pu se laver la première fois au bord d'une rivière avec un bout de savon, ce qu'on ne connaissait plus. Il faut tout réapprendre, comme se nourrir. Même si Joseph et ses anciens co-détenus souhaitent engloutir tout ce qui leur passe sous la main, il faut y aller petit à petit. Le retour s'organise alors. Un premier convoi américain les emmène à Linz en Autriche. Les rations de guerre américaines n'étant pas fameuses, Joseph et un groupe d'amis rescapés jettent leur dévolu sur un cheval parqué dans une prairie. L'énergie procurée par cette viande leur donne un bon coup de fouet, de quoi tenir jusqu'à la prochaine étape, la Suisse, puis Mulhouse, enfin la France. Et de là, on est transféré à Paris par les trains. À Paris, on a été reçu à l'hôtel Lutetia, qui était occupé par les Allemands pendant la guerre. J'ai dormi pendant 2 nuits sur les marches à marbre et j'ai très bien dormi. Après un bref examen médical, une délégation se charge de les rendre à leur vie civile. C'est ainsi que le 28 mai, Joseph retrouve sa compagne de Haute-Vienne qu'il n'avait alors pas revue depuis 19 mois. La boucle est bouclée. Il y a eu un transport, chacun est rentré dans son pays. Je suis arrivé à Saint-Léonard-de-Noblat par le train, je ne sais pas comment, oui, par le train. À la gare, il y avait mon frère, Laurent, qui m'attendait. J'avais un petit colis, je m'en rappelle encore. J'avais un petit sac. Il voulait me débarrasser parce que pas qu'il était soi-disant lourd, mais je ne lui ai pas donné de peur qu'il me le vole. Vous voyez, l'état d'esprit que j'avais. Je suis rentré à la maison avec mon petit colis. Je me suis enfermé dans ma chambre qu'on avait. Dans la chambre, il y avait un petit placard dans le mur. J'ai mis mon petit colis dans le mur et pendant 8 jours, je suis resté à garder mon trésor. Même j'avais peur que ma famille vienne me le voler. Je suis donc resté 8 jours clôturé dans ma maison, dans ma chambre. Et petit à petit, la vie a repris. Ma famille était très gentille. Avec ma famille a tout fait. Excusez-moi.